Eh bien, je vais parler aujourd'hui à tous mes frangins, à tous mes frangines, à ceux qui sont là, derrière l'écran, pour la fameuse journée CLC contre le cancer. Aujourd'hui, 4 janvier, si je mets ce bonnet, c'est pas pour rien, vous allez voir. Les frangins, si j'en parle, vous allez voir, c'est la collection, une collection des frangines. Les frangines, qu'est-ce que c'est pas? C'est en lien avec la thématique, mais surtout en lien avec un ouvrage à mes sœurs de combat, Julie Meunier. À mes sœurs de combat, un parcours, voilà, une demoiselle qui a un jour, qui découvre un cancer du sein, mais quoi, qu'est-ce? Je vais dire un peu, voilà, tout ça lui tombe dessus. Je vais dire, elle est toute jeune, elle se pose peut-être ce genre de questions, et puis d'un seul coup, une sorte de tremblement de terre, et puis remise en cause de toute sa vie, mais finalement, au contraire, c'est construction de projets, d'aventures professionnelles, d'entreprises. Une entreprise, j'allais dire, peut-être liée finalement à son combat, c'est-à-dire le cancer. Elle crée justement des bonnets autorégulants, voilà, pour nous, les hommes qui perdons nos cheveux, mais pour les femmes, elle va créer, voilà, on va voir avec elle, des franges avec, pareil, des turbans, des foulards, des choses comme ça, des choses totalement élégantes. Ça marche super bien pour elle, comme quoi finalement le mot résilience et rebondissement, c'est ce qui résume Julie Meunier dans cet ouvrage À mes sœurs de combat aux éditions Larousse. Bonjour Julie. Bonjour. J'ai tout dit d'un bloc. Ah bah oui. Je me suis dit, là, à me voir avec le bonnet, il faut rassurer tout le monde en disant attention, yo, mes frères, c'est pas ça du tout, quoi. Donc, voilà. En plus, il est super confortable. Là, il est thermorégulant et du coup, il se met à température corporelle. Donc, tu vas pas le sentir de toute l'émission. Bon, en tout cas, on va parler de cette belle aventure aussi, parce que cette aventure d'entreprise, mais surtout tout ce que tu racontes dans cet ouvrage, finalement, la découverte de la maladie, peut-être aussi les tests aussi qu'on peut se poser, etc., quand on est censé les faire, quand toi aussi, peut-être, tu peux ou d'autres personnes, là, en ce moment, dans la période dans laquelle on est, on a peut-être envie d'en savoir un peu plus sur sa situation de santé, et on va voir que ça ouvre des tas de parenthèses qui nous concernent tous, au sens large du terme. Et puis, pour m'accompagner tout au long de la semaine, cette semaine, on a Marianne, bonjour. Bonjour, Philippe. Toi, tu as décidé d'être l'icône du jour. C'est genre... Pas totalement, quand même, j'ai pas cette prétention-là. Mais oui, du coup, je suis ravie de revenir avec vous cette semaine. Et on a une super actu, 4 février, journée mondiale contre le cancer, mais pas seulement, n'est-ce pas Frédéric? Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire du réseau social le plus connu d'entre tous. Je vous laisse deviner lequel. En tout cas, vous êtes tous hyper stylés. Le seul à être en costard ici et faire tâche, c'est moi. Aujourd'hui, je vous le dis, franchement. CDC représente. Exactement, tu peux le dire. Et justement, on va parler de ça, le fameux droit à l'oubli également numérique. Si, comme vous vous retrouvez dans une soirée le seul en costume cravate que vous souhaitez que ça soit oublié parce que tout le monde était stylé, sauf vous, on a la solution. Si la soirée se passe à tour, si on veut la faire oublier, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, écoutez, on rentre tout de suite. Et voilà, Julie Meunier. Tu as quel âge, Julie? Aujourd'hui, j'ai 33 ans. 33 ans. Et la découverte de ce cancer, quand tu en parles justement, ce cancer du sein, tu as quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans, j'allais avoir 28 ans 2 mois après. Je pense que c'est un moment où, je pense à cet âge-là, tu n'étais peut-être pas préparée psychologiquement à ce genre de nouvelles. Je pense qu'à tout âge, en fait, on n'est pas préparé. Mais c'est vrai qu'à 27 ans, on se croit vraiment invincible. Et quand j'ai appris cette maladie, surtout que j'avais jamais été touchée de près ou de loin par la maladie dans ma famille, c'était vraiment la météorite qui m'est tombée dessus. Et là, j'ai touché du doigt que quand tes parents te disent « fais attention, tu peux traverser la route et te faire écraser », c'était pas des bêtises. La vie, effectivement, elle est précieuse et du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc, il faut en prendre soin. Cette nouvelle-là, tu fais quoi professionnellement parlant à ce moment-là dans ta vie? À l'époque, j'étais juriste en droit immobilier. Finalement, donc, ce que je comprends, c'est que déjà, d'une, il y a l'annonce de la maladie, parce que tu racontes tout ça aussi dans ton ouvrage. C'est l'annonce de la maladie, la découverte de la maladie, mais peut-être, finalement, une redirection dans toute ta vie, finalement. En fait, j'ai toujours été une artiste contrariée. J'ai fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. À l'époque, on va dire, il y a 14 ans, quand j'ai commencé à travailler ou à m'interroger sur mon avenir, le tatouage n'était pas encore tout à fait démocratisé. Et donc, j'avais des facilités à l'école, parce que je travaillais beaucoup. Et j'ai pas mal exploré de voies, je l'explique dans le bouquin, mais j'ai fini par aller en droit et donc devenir juriste. Et à 25 ans, j'étais cadre dans une grande entreprise, je manageais des gens, je venais d'acheter mon appartement, j'étais en couple depuis 9 ans, vraiment j'avais une vie tout à fait carrée. Mais je savais que je ferais pas ça toute ma vie parce que, en fait, quand tu dis le droit aux gens, je sais pas si vous allez me confirmer ou pas, mais ils aiment pas trop. Et donc, je gérais beaucoup de conflits, mais pour des choses tellement futiles. Et je disais tout le temps à mes collègues de boulot, de toute façon, je ferais pas ça toute ma vie. Mais quand tu as 25 ans, tu te dis que tu as la vie devant toi. Sauf que quand le cancer il vient te frapper à 27, tu te rends compte que finalement, la vie,
elle peut basculer et qu'il est temps de vivre tes rêves et d'arrêter de vivre la vie qu'on avait rêvée pour toi. Ce que tu soulignes, c'est finalement là où je voulais t'amener, tu le résumes, c'est-à-dire que c'est vraiment ça cet ouvrage, c'est-à-dire que c'est tout ce parcours, tu minimises rien à l'intérieur sur la violence de la maladie, sur ce que tu vis, c'est pas, c'est pas du tout, une aventure toute rose, mais il y a énormément d'humour quand même, c'est quelque chose qui se lie avec une vraie facilité, mais avec finalement cette rage de devenir qui tu veux être finalement. Tout à fait. En fait, comment le cancer m'a transformée? Alors, je ne suis pas en train de dire, ouais, c'est génial, j'ai eu un cancer, et en fait, ça a transformé ma vie. Alors, si j'avais pu transformer ma vie en ayant autre chose qu'un cancer, j'aurais préféré. Mais par contre, effectivement, il m'a transformée, je ne peux pas le nier, mais il m'a transformée physiquement. Aujourd'hui, je vis avec des cicatrices, je vis avec des stigmates qui sont invisibles à vos yeux parce qu'ils sont cachés derrière des vêtements, mais je vis avec tous les jours. Mais par contre, il m'a aussi transformée dans le sens où il m'a donné, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de dire « Ok, maintenant, je vais faire ce que je veux. » Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de grand-chose, mis à part que la maladie revienne. Oui, mais c'est bien parce que tu en as conscience aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y est pas passé ou qui n'a pas eu de proche ou d'expérience dans ce, comme tu disais, même ta propre famille, etc., tu n'avais pas connu ça, on n'y pense pas forcément, tandis que toi, tu sais qu'il y a cette épée Damoclès. Justement, puisqu'on parle de cette épée Damoclès, il y a des tests, il y a des choses, et il faut quand même surveiller. Et je pense que vous êtes nombreux, et comme on est sur cette journée mondiale contre le cancer, de dire un mot peut-être sur cette période, parce que tu as beaucoup de gens, puisque je rappelle que tu as une entreprise qui s'appelle Les Frangines, et tu accompagnes les gens, justement, ce que tu as sur... Ça s'appelle comment? C'est turban, c'est le mot, c'est quoi? En fait, j'ai des bonnets qui sont thermorégulants, anti-UV, certains antiseptiques, donc ce que je porte sur ma tête, et derrière, tu viens la sortir à la parure capillaire que tu veux. Donc ça, c'est une frange reverse pour l'arrière de la tête, et tu peux la sortir avec la frange pour le front. Là, j'ai mis la parure complète. Normalement, j'ai une coupe Crazy Horse blond, et là, je suis brune aux cheveux longs. Et donc, ça permet, aux personnes qui perdent leurs cheveux et qui ont l'impression de perdre leur identité avec, de se réapproprier une image qui leur convient. Et donc, c'est vrai que le cancer, il y a différents types de cancers. On n'en parle pas suffisamment, on parle beaucoup de cancer du sein, notamment pour Octobre Rose, et c'est bien aussi, parce que ça permet de récupérer des dons, ça permet de faire de la prévention et du dépistage. Il y a November aussi par rapport au cancer pour les hommes mais finalement, c'est vrai qu'à part cet octobre et ce novembre... Après, c'est vrai que pour les cancers du poumon, les cancers de l'anus, des cancers digestifs, des cancers de la peau, finalement, on ne fait pas autant de bruit. Et il y a des gens qui se sentent un peu discriminés dans leur maladie, mais il ne faut pas oublier que le cancer, il tue encore 430 personnes par jour. Et qu'aujourd'hui, dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, les dépistages se font des fois trop tardivement parce que les gens ont peur d'aller consulter, parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital, ils ont peur d'être confrontés au coronavirus en allant à l'hôpital. Les dépistages sont même parfois reculés à cause de cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est dramatique. Donc, je me permets d'en parler parce que c'est la journée mondiale contre le cancer et que c'est important, si on a un doute, coronavirus, pas coronavirus, il faut aller consulter. Ces femmes et ces hommes qui viennent à toi justement pour tester, pour essayer que ce soit ces bonnets autorégulants ou alors finalement aussi cet assortiment, comme disait, un peu complet quand ils viennent chez les Frangines, tu disais que justement la période fait que tu as des gens qui viennent que habituellement tu n'as pas forcément, justement à cause de cette période-là. Oui, avec des cancers métastasés, sur des cancers qui normalement se dépistent très très bien parce que ça a été pendant le premier confinement, ils ont tardé à aller se faire dépister et donc là on a vraiment l'image de ce que ça a fait ce premier confinement, notamment au niveau du dépistage des cancers. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et je vous remercie de me donner la parole pour en parler parce que je ne pense pas qu'on est conscient qu'en fait dans la vie on a une seule et grande richesse, c'est la santé et elle devrait suffire à nous rendre heureux parce qu'avec elle tout reste possible. Si demain tu n'as plus la santé, tout devient compliqué. Donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là, c'est prendre soin de soi, c'est être acteur de sa santé. C'est tout simple et c'est vrai que c'est bête. Et puis prendre soin de ses proches aussi dans cette dynamique-là, puisque finalement aussi être accompagné, c'est pas mal pour cette aventure quand on est en pleine forme aussi, quoi. Donc, voilà, c'est le 4 février, le disait à l'instant, Julie, c'est la journée mondiale contre le cancer, mais pas seulement, c'est aussi un anniversaire clé, c'est l'anniversaire de Facebook. Je crois qu'il faudrait remonter, Frédéric, en 2004. 2004 exactement, 2004, 17 ans déjà pour le réseau social star mondial, Facebook, bien entendu, qui a été créé, bien entendu, vous le savez, par Mark Zuckerberg. Il faut savoir qu'en février... J'aime bien cette phrase de chaque fois, comme vous le savez. Je pense que tout le monde a dû voir The Social Network, le fameux film sur tout Facebook. Le monde a dû le voir, mais tu insistes. Moi, je n'ai pas vu du tout le film. J'ai une culture très mainstream, on va dire. Donc je l'ai vu, ce film, c'est vrai en effet. Et c'était très intéressant de voir qu'en même pas 6 mois, le réseau social avait gagné toutes les universités des États-Unis. Et au bout de 6 mois, déjà, Facebook s'installait à Palo Alto, ses locaux actuels. Et 8-10 mois après, il rachetait déjà pour $200 000 le nom de domaine Facebook. Puis ça, au
début, ça s'appelait The Facebook. Donc, ils ont retiré le The Facebook et c'est devenu Facebook pour $200 000. The. This is. Si vous vous souvenez. Donc là, c'est fou parce que, j'allais dire, c'est 17 ans quand même. 17 ans, donc des millions, des milliards de photographies. Et peut-être vous, dans une soirée, qui vous retrouvez également en costume alors que tout le monde est habillé, stylé. Et vous vous dites, ben, cette photo, elle commence à me pourrir la vie, j'aimerais qu'elle soit retirée. Alors c'est ce qu'on appelle le fameux droit à l'oubli, puisque maintenant sur Internet, vous avez également le droit à l'oubli. Alors comment ça fonctionne le droit à l'oubli quand vous avez une photo qui peut vous gêner? Est-ce que vous pouvez demander à ce qu'elle soit retirée? Eh bien oui, depuis la mise en place en 2018 du Règlement général de protection des données, le fameux RGPD, vous avez dû le voir un petit peu de partout apparaître. Que faut-il faire? Eh bien, vous pouvez déjà tout simplement écrire à l'hébergeur en lui demandant, il y a des formulaires en ligne, de retirer la photographie en expliquant pourquoi vous le souhaitez. Premier point. Savoir que l'hébergeur a 1 mois de délai pour vous répondre et retirer la photographie. S'il ne le fait pas, vous pouvez saisir la Commission nationale informatique et liberté, la fameuse CNIL. Vous la saisissez directement sur le site internet de la CNIL. Et au cas où ça ne fonctionnerait à nouveau pas, la CNIL vous donnerait tort, vous pouvez saisir directement la justice. Alors il faut savoir qu'on peut s'opposer à ce qu'on retire la photographie si on estime, si le site internet estime que vous faites partie d'un événement historique, éventuellement vous êtes dans une manifestation, vous vous voyez dans la manifestation, donc vous ne pouvez pas demander à ce que la photographie soit retirée, puisque par définition c'est un événement d'actualité, d'information, ça ne peut pas être retiré. Pour également des données statistiques ou médicales, vous ne pouvez pas faire retirer ces photographies. Par contre, si c'est de la vie privée pure, soirée entre amis ou autre, et que vous estimez que cette photo vous nuit, elle doit être retirée. Donc ça, la CNIL et éventuellement la justice derrière. D'accord, et tout ça, ben voilà. Et en plus, depuis 2018, avec le Règlement général de protection des données. C'est marrant parce que, quand tu dis ça, je repensais à ce fameux 2018, c'est depuis qu'on finalement qu'on est j'accepte pas à chaque fois qu'on rentre sur tous ces sites web. On clique de partout, Règlement général des protections des données, c'est vraiment le droit à l'oubli, c'est très très important. Ces photographies qui vous pourrissent la vie, qui peuvent vous nuire éventuellement en cas de demande d'embauche, en cas de CV, lorsque vous déposez un curriculum vitae dans une entreprise, vous pouvez demander à ce qu'elle soit retirée. Et sachez que, bien entendu, si c'est retiré au plan européen. C'est-à-dire, voilà, ça c'est important à noter, c'est-à-dire que la photo ne doit pas être vue par un internaute européen. C'est-à-dire que quand on va sur les moteurs de recherche, il n'y a plus rien qui apparaît. Il n'y a plus rien qui apparaît. Mais moteurs de recherche européens, ça veut dire que... Ah, un Américain peut toujours voir la photographie éventuellement. Le Règlement général des protections des données ne s'applique qu'à l'Europe. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a statué là-dessus il y a peu de temps, il y a 1 an environ. Bon, ben, en plus, ce que j'ai entendu, c'est que moi, avec mon bonnet, ben, comme je fais ça de manière publique, c'est pas possible, quoi. C'est trop tard, exactement. En plus, je le mets mal, sans miroir, je vais avoir... Mais t'es magnifique avec ton bonnet, tu peux regarder. Non, mais je dis pas moi magnifique, mais c'est-à-dire que si je veux valoriser le bonnet, autant le mettre correctement, quand même, tu vois. Donc, voilà. Ben, écoute, merci. Envie de réagir, toi, ou pas du tout? Non, je trouve que c'est bien, justement, qu'il y ait quand même des choses où on peut encore avoir un droit à l'image et de décider si, justement, la photo peut être postée ou pas, parce que ça fait beaucoup de dégâts, et notamment chez les jeunes, hein, parce qu'on voit qu'il y a un peu de tout qui est posté par des vengeances ou autres chez les plus jeunes. Donc c'est bien qu'il y ait quand même ces choses qui sont instaurées pour garder une sorte de vie privée et évoluer et grandir en toute sécurité, si on peut dire ça. Et je ne sais pas si on a retrouvé Sandra, comme je n'ai pas eu de retour encore ou pas de la régie. Pas d'accord, ben vous me direz merci. Et justement, là, quand tu vois ces petites... C'est quoi le mot? Postiche, pas postiche? Parce que je ne sais pas du tout. Fausse frange. Mais oui, en vrai, c'est un postiche. Mais ça se voit pas. Tu peux appeler ça un postiche. On va dire qu'au sens légal du terme, au niveau de la sécurité sociale notamment, parce que nos produits sont pris en charge en totalité par la sécurité sociale quand c'est acheté en pharmacie ou en boutique spécialisée, c'est un postiche. Voilà. Donc tu peux dire postiche. On va dire postiche. Toi, je veux dire, quand tu vois ce postiche, j'ai bien aimé la remarque, ça se voit pas du tout. Mais pas du tout. Pardon. C'est vrai que quand elle est arrivée ce matin, pour moi, c'était ses cheveux, ça fait tellement naturel. Justement, par contre, elle m'a demandé si tu avais une perruque, toi, par contre. Ah, ça, c'est gentil. Non, mais c'est mes cheveux naturels. Mais non, je trouve ça bien et le fait qu'elle mette en avant que malgré la maladie, on puisse avancer, on puisse être féminine et être jolie, psychologiquement, c'est aussi bien pour son bien-être de se voir tous les matins dans le miroir, justement avec des cheveux coiffés, maquillés. C'est important le bien-être de soi quand on est malade. Et justement, si je souligne ça, c'est parce que derrière, dans cette aventure qu'on retrouve dans Un Maisseur de combat aux éditions Larousse, comment il t'a transformé, il y a aussi cette aventure avec cette entreprise, Les Frangines. On peut retrouver pas mal de choses sur lesfrangines.com, les Frangines JY. C'est ça aussi, c'est que d'un seul coup, tu es allé sur une autre vie professionnelle et la création de ce beau projet.
En fait, quand je suis tombée malade, j'ai repris l'école d'art et je me suis acheté une machine à tatouer. J'étais intimement persuadée que dans 2 ans, à la fin de mes traitements qui ont duré quand même 18 mois et après j'ai eu 6 mois pour me remettre, donc en tout 24 mois d'arrêt maladie, je me suis dit que je deviendrais tatoueuse. Et sauf que les frangines se sont imposées à moi, c'est-à-dire que quand j'arrivais pas à porter ma perruque parce que je trouvais que ça se voyait, elle me tenait chaud, elle me grattait, j'arrivais pas à la porter. Donc je me suis mis à nouer des turbans sur ma tête. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée d'y glisser une fausse frange de cheveux dessous parce que je trouvais qu'en mettant des cheveux sous mon turban, c'était vachement moins stigmatisant. Et j'avais pas du tout envie qu'on me regarde dans la rue en ayant compris que j'étais malade, parce que moi j'étais en mode Xena la guerrière et je voulais surtout qu'on me regarde en disant « Oh, cette fille, elle a trop de la force » et pas avec le regard de la compassion. Donc c'est vrai que j'avais besoin de passer inaperçue, donc je voulais être hyper stylée. Donc plus je faisais des nœuds hyper gros et je faisais dépasser ma frange. J'avais développé un système pour que ma frange tienne sur ma tête qui n'avait pas de cheveux. C'est un système que j'ai breveté. Et puis en fait, j'avais tellement de compliments. Les gens qui ne savaient pas que j'étais malade, ils me complimentaient tout le temps sur mon look de turbanista. Donc je me suis dit, ok, quand je sortirai de tout ça, si je m'en sors, je le créerai pour tout le monde. Et surtout, je le rendrai accessible au plus grand nombre en termes de localisation grâce au site internet. Et maintenant, on a 210 revendeurs à travers la France, l'Europe, les Dom-Tom et le Canada. Et aussi grâce à un remboursement, une prise en charge en totalité par la sécurité sociale, notamment en France. Parce que ça aussi, c'est monter des dossiers et voilà, c'est pas une chose là, qui c'est mon petit passé de juriste. Donc merci à mes parents, mine de rien, de m'avoir poussée dans cette voie. Parce que oui, clairement, l'administratif, c'est pas du tout ce qui me fait peur. Là, c'est marrant parce qu'en réalité, moi, je le répète, c'est-à-dire que tout ce qu'on se raconte là, c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans ce livre. Mais j'ai peut-être envie qu'on souligne le mot humour parce que derrière, tu as un regard. Non, mais c'est vrai, il y a ce mot-là parce qu'on ne s'attend pas à avoir un livre pathos ou un livre. On y voit ce mot et on va dire qu'il y a de la joie de vivre quand même. Mais parce qu'en fait, le cancer, il m'a enlevé plein de choses. Mais il y a une chose qui m'a jamais enlevé malgré tout, ça a été mon sourire. Et en fait, je voulais vraiment que ce sourire, on puisse le lire dans ce livre, parce que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Il y en a qui me le reprochent, qui me disent « mais tu peux pas sourire, tu parles de cancer ». Ouais, ça, c'est un truc qui m'enlèvera jamais, en fait. Mais tu as raison de souligner ça sur l'idée de l'épreuve et de voilà, il faut la face qui va avec le truc. On peut avoir envie de sourire, comme tu le disais, c'est ce côté Xena la guerrière, finalement être un côté warrior et tout ça, et combattante face à la chose. Et c'est vrai que le sourire aide. Et puis parce qu'on en parlait hors antenne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent leur cancer tout simplement, et que finalement il y a beaucoup de proches, beaucoup d'amis, des gens qui les délaissent dans ces moments-là. On parle aussi dans le livre. Oui. C'est une aventure humaine. On gagne des amis, mais on en perd aussi beaucoup, mais même au niveau de la famille. Donc c'est assez particulier de vivre un cancer parce que, alors moi j'ai pris 20 ans de maturité. Mais en même temps je suis contente parce qu'aujourd'hui ça m'a fait gagner du temps, mine de rien, parce qu'il y a des gens qui avaient peut-être à côté de moi, je perdais mon temps avec eux. Et là, aujourd'hui, je vais à l'essentiel. C'est vrai que je me prends beaucoup moins la tête pour des futilités. Fred ? Mais Julie, je voulais te demander, justement, l'état d'esprit est quand même essentiel dans la guérison. C'est ce qu'on entend souvent. L'état d'esprit positif pour avancer, justement. Alors oui, maintenant, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé. Enfin, il y a des gens qui sont plus positifs que d'autres, tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on a tous. Et il faut qu'on en soit conscient. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance. C'est qu'on a tous un instinct de survie. Et que c'est vrai que quand je suis tombée malade, au début, j'ai beaucoup pleuré. Et je me restais enfermée chez moi. Et après, je me suis dit, mais Julie, en fait, le truc, il est là. Donc, il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Et si tu te laisses glisser, tu sais pas où tu vas aller. Par contre, là où tu es en ce moment, tu es vachement bien. Tu as envie d'y rester. Donc, fais tout pour et fais tout ce que tu n'as pas encore eu le temps de faire. Et c'est vraiment ça qui m'a tirée vers le haut. Après, je suis consciente. Moi, ça a été ma façon à moi de rebondir. On fait juste tous comme on peut. J'aime bien si on fait comme on peut, et puis finalement aussi avec sa personnalité, puisque... Et le « on fait comme on peut », je vais faire un petit wink à quelqu'un qui m'est cher, c'est Ilan, mon photographe, Ilan Dehé, qui travaille aussi chez vous, je crois. C'est sa phrase. Il est en régie, c'est lui qui travaille sur toutes les caméras. Et voilà, donc, c'est une phrase que je lui ai piquée, et elle est dans mon bouquin, et on fait comme on peut. Et il a carrément raison. Mais là, justement, toutes les photos qu'on a vues, c'est lui qui fait toutes tes photos. Oui. Voilà. Le hasard, c'est que nous, on t'avait déjà reçu il y a quelques années, etc. C'est pas forcément en lien avec Ilan, non, etc. Et ton ouvrage aussi, c'est... la photo sur l'ouvrage, c'est Ilan. La petite photo là qu'on a en bas à droite, c'est lui. Voilà. Donc, c'est pas lui, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui l'a faite. Voilà, parce qu'il est un peu plus barbu que toi. Ouais, un petit peu plus, ouais. Tu voulais réagir, je crois, non ? Je trouve que ce qu'elle dégage, en fait, c'est super important et ça fait partie des exemples. C'est-à-dire que ce matin, quand elle est arrivée, on ne voyait pas du tout une personne malade.
on voyait une personne en fait normale. Et aujourd'hui, je pense que dans toute maladie, c'est important que ce soit des jeunes, des anciens ou des gens voilà, d'une quarantaine d'années. On tombe malade, mais il faut toujours tirer le positif dans du négatif. Moi, c'est comme ça que je fonctionne tous les jours. C'est bien ça. C'est important, c'est-à-dire qu'il y a du négatif, mais il y aura toujours un côté positif, il y aura toujours quelque chose qui va nous ramener sur la bonne voie et nous ramener sur notre chemin au final. Donc la voir comme ça, souriante, jolie, parce que c'est vrai que ce qu'elle a créé est beau. Oh, jolie. Il est en forme ce matin, enfin aujourd'hui. Mais c'est important justement de dégager cette image-là pour donner espoir et donner aussi l'envie aux autres personnes de se battre. Parce que si on monte toujours le côté noir, le côté triste, le côté je pleure, dès que on tombe malade, c'est une fatalité. C'est marrant parce que j'ai presque envie de faire un ping-pong, c'est-à-dire que sa réaction qui est pareil, il faut machin, c'est-à-dire que c'est ce que, en racontant l'histoire, c'est ce que tu réveilles. Et j'ai presque envie de dire, ce bouquin, c'est presque un livre de développement personnel aussi derrière. Alors, j'ai écrit un recueil de conseils sur le parcours de la résilience ou pas. Parce que c'est pas une fin en soi. J'explique vraiment, j'essaye vraiment d'être mesurée, parce que souvent on m'a dit oui mais c'est facile pour toi, t'es jeune et t'es jolie. Mais si je vous montre une photo de moi à la fin de ma chimio, et c'est ce que j'explique dans mon livre, non, je suis comme tout le monde. Et en fait, jamais dans ta vie, tu crois que tu vas te voir un jour sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Et que tu sois un homme ou une femme, que tu aies 10 ans ou que tu en aies 80, quand tu n'as plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, tout le monde se ressemble. Et donc dans ce livre, j'essaie de l'expliquer et j'essaie juste d'expliquer qu'on est tous différents, on est tous des êtres humains à part entière et qu'il faut faire de ces différences nos plus grandes forces. Donc développement personnel, j'irai pas jusque-là, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, c'est un livre qui a été vraiment écrit avec le cœur et j'ai aucun tabou dedans. Je dis tout, je me suis vraiment beaucoup livrée. J'ai dit à Larousse, vous m'avez foutu à poil. Mais je suis OK avec ça parce que je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Ça, par contre, c'est ma phrase à moi. C'est la première fois que je l'entends. Non, mais puis surtout, il ne faut pas avoir peur de dire les choses et de montrer la réalité. Mais par contre, effectivement, c'est toujours mieux de voir le verre à moitié plein. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Des fois, ça m'arrive... Et là, de le voir à moitié vide et je me dis, ah, tiens, c'est bizarre. Mais en même temps, je trouve que c'est bon signe. Parce que ça veut dire que je suis de nouveau dans une vie normale et d'avant et que j'ai oublié un petit peu, je dis bien un petit peu, cette épreuve. Mais rapidement, ça reprend le dessus. Mais même je revois le verre à moitié plein. Même si tu l'oublies, c'est aussi une épreuve qui est une épreuve phare pour ta transformation qu'on retrouve dans ce que tu racontes dans l'ouvrage, dans cette manière d'aller vers qui tu es vraiment, tes propres rêves, tes envies, et finalement toutes ces difficultés, c'est celles qui te transforment. Et puis de toute manière, c'est marqué comment le cancer m'a transformé. Donc tu l'oublieras jamais vraiment, puisque ça a été l'événement acteur. Tu as été l'actrice de la transformation, et lui, ça a été peut-être le point de départ, le déclic. Ça a été l'élément déclencheur. Voilà, c'est vraiment l'élément déclencheur. Comme il peut y avoir des millions d'éléments déclencheurs. Moi, ça a été un cancer. Il y en a, ça va être autre chose, un accident de la route ou même juste un parcours de vie. Moi, ça a été un cancer. Voilà. Une chose assez banale, comme tu disais, 430 cas tous les jours. Enfin, 430 décès par jour, c'est énorme, rien qu'en France. Et on est à 104, chez la femme en tout cas, 180 000 nouveaux cas détectés par an chez la femme. Enfin, c'est quand même c'est la maladie du siècle, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, les frangines, elles sont engagées dans la recherche, elles reversent une partie de leur chiffre d'affaires à la recherche. C'est hyper important pour moi parce que moi, c'est un essai clinique du Centre Antoine Lacassagne, où j'ai été suivie au Centre Antoine Lacassagne. C'est un essai clinique d'Unicancer qui m'a sauvé la vie. Donc aujourd'hui, je reste engagée à leur côté parce que j'ai l'intime conviction qu'à force de chercher, on trouvera. Et donc, je veux être, moi aussi, actrice de ça. En tout cas, si on va sur ton site internet, lesfrangines.com, on y retrouve pas mal de choses sur les produits que tu distribues et ceux que tu as créés finalement face à cette épreuve. On y retrouve des liens par rapport à ton ouvrage, on y retrouve plein d'autres choses parce que c'est un site qui n'est pas que un site, j'allais dire, marchand. Non, c'est aussi un site de conseil. Il y a un lien sur le blog que j'avais écrit pendant ma maladie, qui était un lien sur la gestion de la féminité pendant le cancer. Donc on va retrouver sur le site internet aussi des conseils à ce niveau-là, comment se maquiller, comment refaire une ligne de sourcils, comment refaire le teint, qu'est-ce qui existe au niveau capillaire. Enfin voilà, je parle même des perruques, j'ai aucun problème. Donc oui, c'est un site, en fait c'est un peu hybride, mais je suis très contente de ça parce que si j'ai créé les Frangines, c'est vraiment pour être engagée à côté de mes sœurs et de mes frères de combat au quotidien. J'en ai fait une mission de vie.
Et puis après, rappeler aussi, pareil, qu'il faut peut-être aussi parler un peu de tous ces cancers au quotidien, ne pas avoir de gêne ou pas. Parce que voilà, nous, les garçons, c'est pareil, que ça soit la prostate, que ça soit les, mais même le sein, les cancers colorectals. Oui, ah bon tout à fait. Chez les hommes aussi, oui, en effet, le cancer du sein arrive également chez les hommes. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. On n'en parle jamais, c'est 1%. Tu vois, même moi, je suis contente, je t'ai sensibilisée aujourd'hui, c'est important. Bah ouais, toi aussi, donc, une fois par mois, s'il te plaît. Voilà, sous la douche. Seulement sous la douche. Et si tu sens quelque chose, tu te dis pas, oh, ça doit être musculaire, tu consultes. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais l'homme aussi peut être concerné par ce genre de. Et puis certaines réactions, certains mots de tête qui peuvent être excessifs, des envies de vomir, des machins, des trucs en se disant, oh, c'est rien, c'est rien. Donc voilà, quand on a un doute, vaut mieux aller voir un médecin tout de suite sur plein de petits détails pour être dépisté et en espérant que voilà, n'ayez pas crainte d'y aller, même malgré la période que l'on vit tous actuellement. Et puis voilà, cet ouvrage, que vous soyez concerné ou pas par la maladie, que vous ayez été concerné ou un proche ou pas, peu importe, que vous avez peut-être envie de réaliser vos rêves, que vous avez envie de passer un bon moment, sourire ou autre, à Mes Sœurs de Compas aux éditions Larousse de Julie Meunier. Merci à tous les trois. Merci infiniment. Merci à tous. Et puis, je remets mon bonnet les frangins, quand même. Alors, j'ai vraiment l'impression d'être un personnage de dessin animé, moi, comme ça. À bientôt dans la grande émission. Non, c'était pas crédible, ça. C'était vraiment. Merci, Julie. Merci à tous. Merci.